Bien, je pense qu'on est dans les horaires. Merci de nous avoir rejoints sur ce webinaire consacré aujourd'hui aux assistants virtuels et à l'IA, notamment avec un focus sur la méthodologie et les bonnes pratiques dans les secteurs verticaux de la santé et des collectivités locales. Alors, pourquoi on a souhaité vous présenter ce sujet qui adresse tout particulièrement les consultants, c'est qu'aujourd'hui, je pense que ça n'a échappé à personne, les chatbots et les voicebots, ça bouleverse un peu la donne en matière de relations clients et de services clients. Et ce sont des usages qui s'imposent assez rapidement quand même, avec pourtant toujours une question, c'est que ces nouvelles technologies, elles ne sont pas forcément intuitives ou faciles à appréhender. La problématique, c'est que vous, en tant que consultant au bureau d'études, vous êtes au cœur de cette action-là. Et donc, l'objectif du webinaire, c'est de vous donner en fait des clés pour en parler peut-être plus facilement, des éléments de langage, la méthodologie dont je parlais tout à l'heure, ou des clés techniques. C'est dans ce sens-là que je vais donc céder la parole à Maïtel et à Liaison Vocale, qui se sont en l'occurrence associés pour animer ce webinaire. En fait, Liaison Vocale et Maïtel travaillent déjà ensemble, notamment sur les approches verticales, vous allez le voir. Et je pense que ce sera un contenu intéressant. Alors, avant de passer la main notamment à Francine, je rappelle que ce webinaire sera enregistré et sera donc mis à disposition en replay par la suite. Et que si vous avez des questions, pour faciliter la chose, utilisez le module questions qui est disponible dans votre interface. On traitera les questions à la fin de ce webinaire. Voilà, je me tais et je passe la main à Francine. Bonjour Francine. Bonjour Didier, merci beaucoup pour cette introduction. Tu as tout dit, donc merci. Non, je blague. Merci Didier. Donc effectivement, merci à tous de vous être connectés. Donc moi, je suis Francine Play, je travaille au sein de Maïtel en tant que consultant liaison programme, ce qui signifie que je suis votre point d'entrée au sein de Maïtel. Si vous avez des questions ou pour toute demande. Et puis, eh bien, l'idée, c'est de pouvoir vous mettre en relation avec les interlocuteurs qui vous accompagnent dans votre démarche de consultant et de bureau d'études. Donc, ça peut être effectivement l'équipe sales sur les dossiers, mais également la partie avant-vente au sein de Maïtel et puis nos services techniques, nos services experts également. Donc, comme disait Didier, il nous a semblé important de pouvoir clarifier ce sujet et surtout vous montrer dans quelle mesure le partenariat technologique entre Maïtel et Liaison Vocale apporte des services donc, au sein des collectivités locales et puis des établissements de santé. Donc, je vais passer la parole à nos experts, Bruno Palmino pour la partie liaison vocale et David et Thierry pour la partie Maïtel. Merci encore, vous avez mes coordonnées, donc n'hésitez pas à me solliciter, je suis à votre disposition. Très bon webinaire. David? Oui, bonjour à tous. Et donc, effectivement, vous connaissez Mytel aujourd'hui dans les entreprises et en particulier tout ce qui est collectivité et santé comme acteur majeur des communications unifiées avec effectivement des solutions de téléphonie, de collaboration, de mobilité et de sécurisation des communications d'entreprise, avec effectivement en complément la possibilité de créer, de mettre en place des plans blancs dans les organismes publics et les solutions de centres de relations usagers. Aujourd'hui, les bots ou les agents conversationnels deviennent une part importante de la relation usagée. Et dans l'environnement Mytel, ce n'est qu'une brique supplémentaire que vous pouvez rajouter. Et au travers d'une approche verticale qu'on a souhaité mettre en place sur l'ensemble de nos marchés mondiaux, eh bien, on a décidé localement de s'associer avec Liaison Vocale, effectivement, pour essayer de favoriser l'implantation de ces agents virtuels dans le domaine de la collectivité et de la santé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, effectivement, Liaison Vocale va vous donner un peu les clés d'une mise en place d'agents conversationnels adaptés aux environnements que l'on cible au travers de ce marché vertical. L'idée étant effectivement de pouvoir
adapter les solutions à chaque environnement qui est toujours quand même malgré tout différent et avec des coûts de mise en œuvre qui soient les plus minimes possibles par rapport aux contraintes budgétaires que peuvent avoir les collectivités et la santé. Donc, je vais maintenant passer la main à Bruno qui va vous présenter les agents conversationnels d'une manière générale. Merci David. Écoutez, je suis très heureux d'être à ce webinaire avec vous pour partager un sujet qui est passionnant et qui, je suis sûr, va emporter l'adhésion d'un certain nombre d'intervenants dans l'écosystème Mytel. Pourquoi? Parce qu'effectivement, comme Francine l'a dit, il y a beaucoup si vous voulez, d'attention qui est portée à ces agents conversationnels, sans toutefois savoir exactement ce qu'ils recouvrent. Et du coup, il me semble qu'il serait important de définir ce qu'est un agent conversationnel. Alors, dans le cadre de ce webinaire, l'agent virtuel, c'est une dénomination, mais vous devez indistinctement utiliser agent virtuel, assistant virtuel, agent conversationnel intelligent ou voicebot d'une manière indistincte, tout simplement parce qu'ils représentent pour nous la même chose. J'intégrerai également la version du chatbot, qui est la déclinaison texte d'un agent virtuel ou d'un assistant virtuel. Donc, commençons par la définition. C'est quoi un agent conversationnel? C'est avant tout un logiciel qui utilise l'IA pour interagir avec des personnes et répondre à des questions. Alors, nous pouvons parler ici d'un dialogue véritablement entre homme-machine et il est effectivement connecté sur différents supports tels que des sites web, des applications mobiles, des réseaux sociaux, de la messagerie instantanée et bien entendu de la téléphonie. Si vous voulez, l'objectif principal d'un agent virtuel est de fournir une assistance personnalisée et rapide à des utilisateurs sans qu'ils aient besoin de contacter ou de parler à une personne. Et donc, il s'agit en quelque sorte, si vous me passez l'expression, de substituer tout ou partie d'une action, d'une fonction qui est réalisée par une personne. Et vous l'avez compris, cela part à des tâches les plus simples aux plus complexes, qui requièrent des compétences parfois qu'un seul homme ou qu'une personne ne peut pas entièrement intégrer à lui ou détenir à lui tout seul. Alors ici, loin de moi l'idée de développer les risques liés à l'IA, ça fait partie du buzz. Moi, ce que je voudrais ce matin, c'est que l'on ait un focus sur ce qu'est un assistant virtuel, comment il peut être introduit très concrètement dans nos opérations commerciale et de prospection et d'engagement avec les clients, et bien entendu, traiter en amont la prise en compte de ces solutions. Alors, vous êtes consultant, c'est-à-dire que vous devez intégrer éventuellement également les éléments de langage qui vous permettent d'introduire ces sujets sur ces nouvelles technologies qui peuvent être relativement disruptives. Et donc, il ne faut pas sous-estimer la résistance au changement liée à ces nouvelles technologies. Et en tant que prescripteur, vous devez prendre en compte, bien entendu, les attentes, mais aussi les risques éventuellement liés à ces nouvelles technologies. Alors, ce matin, un focus particulièrement sur la téléphonie, bien entendu, sur l'écosystème Mytel, et rentrons véritablement dans le vif du sujet. J'ai besoin de vous dire d'abord, de vous parler de technologie et de fonctionnement d'un agent virtuel. Pourquoi? Parce que, en fait, il me faut vous expliquer deux technologies que l'on confond souvent. La première technologie, c'est tout simplement la reconnaissance vocale. Alors, la reconnaissance vocale, vous en avez tous entendu parler. Ça fait depuis des années 1980 qu'elle a été développée. Alors, on parle de SVI à reconnaissance vocale. Et depuis ces années, cette technologie a considérablement évolué. Au départ, en 80, nous étions à 70% de taux de reconnaissance de mots. Aujourd'hui, on est au-delà des 90-95%.
Et donc, l'idée aujourd'hui d'intégrer la reconnaissance vocale à ce qu'est un agent conversationnel fait de plus en plus sens parce que être capable d'identifier des mots, des patronymes et des services, vous allez le voir plus tard, est important dans le cadre d'une reconnaissance d'une intention ou dans le cadre d'un agent conversationnel. Et l'apport aujourd'hui de la reconnaissance vocale est indéniable dans ce programme complet de l'IA, et notamment sur une fonction qui me paraît essentielle, c'est de dire que sur une arborescence telle que nous pouvions l'imaginer il y a ne serait-ce que 5 ans, où il y avait une série de questions qui devaient être répondues pour reconnaître un mot, aujourd'hui, on assiste à une sorte d'aplatissement d'une arborescence où on peut avoir des milliers ou des dizaines de milliers de mots qui vont être reconnus en temps réel dans le cadre d'une conversation téléphonique. Et là, effectivement, la reconnaissance vocale change également la donne parce qu'on est capable d'intégrer de la reconnaissance vocale dans un processus d'agent conversationnel. Alors, je vous ai parlé de la reconnaissance vocale, mais évidemment, l'assistant virtuel, lui, utilise une autre technologie qui est le moteur sémantique. Alors, entendons-nous bien pour comprendre ce qu'est un moteur sémantique. Il s'agit non plus de reconnaître un mot, mais d'être capable de traiter en langage naturel et de comprendre ce qu'un humain dit à une machine. Et pour cela, on va utiliser des technologies de type traitement automatique du langage, NLP. On va avoir d'affreux acronymes, mais qu'il est important de connaître. Text-to-speech, speech-to-text, NLP, Natural Language Processing, ML. Ces moteurs nous permettent en fait de mobiliser des processus autour de la reconnaissance vocale. Et donc, l'idée première ici, c'est de comprendre une intention, ce que veut l'interlocuteur, et non plus, comme il y a quelques années, ce que dit un interlocuteur en identifiant un mot. Voilà le point effectivement de rupture qu'a introduit l'agent conversationnel dans notre processus. Excuse-moi Bruno, tu penses à changer les slides? Ouais. Effectivement. J'étais sur la définition d'un agent virtuel, merci David, et sur l'assistant transactionnel. Alors, c'est du direct, mais c'est très bien. Donc, je vous ai quand même dit ce qu'était un agent virtuel dans sa constitution et dans sa fonction avec les technologies autour du moteur sémantique. Il faut bien distinguer effectivement dans cet assistant virtuel deux éléments qui le composent. Un, qui est l'identification d'un processus. Deux, la partie transactionnelle d'un traitement spécifique qui lui est confié. Et donc, nous avons donc dans cette articulation, bien entendu, des technos liés à la pure reconnaissance vocale, champ sémantique et évidemment également un traitement plus classique d'échange de données ou de modèles de données qui vont être intégrés dans ces projets. En clair, vous voyez qu'aujourd'hui, un assistant virtuel et transactionnel permet donc de se substituer pour tout ou partie à une prestation réalisée par une personne. Encore faut-il définir ce que peut faire un assistant virtuel. Qu'est-ce qu'il sait faire et qu'est-ce qu'on peut lui demander? Alors, ce point-là est fondamental parce que au moment où, dans le cadre d'une discussion avec un prospect, vous avez l'idée d'introduire un agent conversationnel, il faut être capable de définir le périmètre fonctionnel qu'on peut lui confier. D'abord, et David va vous le montrer plus tard, il est capable de traiter dans un mode multicanal. Alors c'est important parce que, évidemment, les parcours et les expériences des usagers ou des patients pour la santé sont aujourd'hui multidimensionnels.
Vous pouvez avoir, bien entendu, le téléphone, même si ça reste à 80% l'engagement premier dans les établissements de santé, c'est ce que révèlent les dernières statistiques. La téléphonie reste le point d'entrée des échanges entre un patient et un établissement de santé. Il n'empêche qu'aujourd'hui, il y a une ouverture avec d'autres interactions, évidemment l'accès à Internet, mais au-delà, tout ce qui est chatbot, tout ce qui est WhatsApp, application de messagerie spécifique qui commence à intégrer l'univers de nos clients. Et donc, aujourd'hui, il est inconcevable de mettre à disposition un agent virtuel s'il ne se limite qu'à une seule chose, qu'à un canal. Les coûts étant très élevés, il ne peut s'agir que d'une approche multicanale, autant d'ailleurs, dès le départ de votre processus d'engagement avec vos prospects, adresser cette dimension multicanale. Le deuxième point, c'est que quel que soit le processus qui va être proposé dans le cadre d'un agent conversationnel, il est souvent utilisé une caractéristique qui est la capacité d'un agent à identifier une personne. Alors, vous allez me dire comment ça se passe. L'identification, c'est un processus important parce qu'il va définir les étapes suivantes qui vont intégrer ce processus, qui va être différent si vous êtes capable de mettre un nom sur un appelant ou pas. Si vous connaissez la personne, vous pourrez dérouler un processus, quel qu'il soit, beaucoup plus personnalisé et beaucoup plus approprié, notamment, je pense, à une prise de rendez-vous. Donc, la partie identification est à traiter de manière systématique parce qu'elle fait partie d'un dialogue. Quand vous vous présentez, quand vous entamez un dialogue, naturellement, vous avez tendance à vous présenter, à dire qui vous êtes. Et la technologie va vous aider ou va nous aider. Pourquoi? Parce qu'on est capable de porter des numéros de téléphone, on est capable de demander le nom de la personne, ça tombe bien parce que la reconnaissance vocale permet de reconnaître un patronyme, et puis également on peut lui demander un tas d'informations personnelles classiques, par exemple pour un établissement de santé. Quand vous devez prendre rendez-vous, on va vous demander votre nom et votre âge et votre date de naissance que l'on va vérifier ou comparer par rapport à une gestion patient. Ça, c'est un processus d'authentification qui est très formalisé dans le cadre de la santé et que l'agent conversationnel va pouvoir répliquer stricto sensu, même aller au-delà, parce qu'on est capable d'associer une identité, un nom, une date de naissance, mais également d'y associer un numéro de téléphone usuel qui fait partie de sa fiche d'identité. Donc, identifier une personne fait partie d'un processus extrêmement important et qui, qualitativement, met en avant la qualité d'un agent conversationnel. Le point suivant, qui est naturel, c'est le fait de pouvoir, en dialoguant en langage naturel, collecter des informations. La collecte des informations, on va le voir, elle suit des règles bien particulières, mais l'idée, c'est de reproduire au maximum un dialogue qui permet, en ayant fixé un cadre sémantique, il ne s'agit pas de répondre à la question « que puis-je faire » d'une manière générale, nous aurons l'occasion de le voir, mais dans un champ sémantique qui est limité, de pouvoir dialoguer et collecter des informations tout simplement en posant des questions. Alors, poser des questions, c'est bien, mais nous pouvons également, et c'est le propre d'une machine, de pouvoir interagir avec d'autres applications en temps réel. Donc, il faut imaginer une sorte de double dialogue, un agent conversationnel capable de dialoguer avec un appelant et en même temps d'échanger des informations, d'interagir avec d'autres applications. Je vous ai parlé d'une gestion de patients pour un établissement de santé, mais ça peut être discuter, échanger des données avec des calendriers multiples et variés en fonction de départements. Et vous voyez donc l'intérêt de ce double dialogue qui s'instaure, un avec l'appelant, l'autre avec les systèmes de nos clients.
Alors, c'est important de collecter, c'est important de traiter, mais l'agent peut également analyser des informations et les regrouper en des thématiques. Il peut le faire en temps réel. Le plus souvent, il va le faire en temps différé, tout simplement parce que, à un moment donné, il faut classer les informations pour pouvoir, et nous verrons, les restituer. La restitution de la collecte des informations est un élément fondamental, mais pour cela, il faut être capable et être en mesure d'analyser et de les grouper en thématiques. Je mettrai dans un point un peu connexe, mais qui peut être important quand on parle d'agents virtuels, c'est la contextualisation des informations. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes capables d'identifier des sentiments qui font qu'un texte peut avoir un sens particulier. Et donc, ça, c'est quelque chose que de plus en plus nos clients demandent et il faut pouvoir les intégrer à ces workflows. Donc, bien entendu, vous verrez qu'il y a d'autres fonctions ou d'autres capacités qu'un agent conversationnel sait faire et peut porter, mais c'est ce que je voulais avant tout faire ressortir dans ces éléments-là. Je dois vous dire comment fonctionne un agent virtuel très concrètement. Vous pouvez imaginer effectivement qu'un agent virtuel est capable de répondre à toutes sortes de questions d'une manière pluridisciplinaire et de manière ouverte, répondant à la question « Que puis-je faire pour vous ?» Ce n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est pas tout à fait vrai parce que mener un tel projet nécessiterait d'avoir intégré au préalable des milliers d'intentions. Alors, rentrons dans le vif du sujet d'un agent conversationnel. Un agent conversationnel est mobilisé à partir du moment où on a identifié l'intention d'un appelant. Et cette intention est traduite en langage technique par intent. Chaque intent, intention, est générateur d'un processus qui va être déclenché et qui va être mobilisé à travers cet agent. Cette intention, elle peut être évidemment de tout type, mais vous voyez bien que le plus vous ouvrez le spectre des intentions qui sont susceptibles d'être traitées par l'agent conversationnel, le plus complexe la solution est, et du coup, on va se retrouver avec des développements importants. D'où l'importance de créer des librairies, c'est-à-dire des choix relativement limités, mais très bien traités, par nos solutions. Nous avons pris au sein de l'écosystème Mitel le parti pris d'identifier des intentions les plus souvent utilisées ou souhaitées par un appelant. Et donc, par définition, il fallait définir ces librairies et nous aurons l'occasion de le voir. Et donc, du coup, l'enjeu, c'est peut-être non pas de trouver une intention parmi 200 intentions, mais peut-être de trouver une intention parmi 3 ou 4 qui représentent 80% du flot des appels entrants. Cette identification du besoin, ça va faire partie évidemment de la méthodologie que nous allons utiliser pour déployer un agent conversationnel au sein de vos clients. Bien, donc, intention, identification d'une intention, chaque intention est composée de variables, d'éléments incontournables qu'il convient de trouver, de compléter pour mener à bien une fonction, une tâche particulière. Je vais vous donner un exemple très simple. Pour prendre rendez-vous, il faut savoir qui prend rendez-vous, avec qui, quoi, quel type de rendez-vous, le jour, quand et où. Et donc, vous voyez, ces éléments que j'ai listés, ce sont des variables. Et l'intérêt d'un agent conversationnel, une fois qu'il a identifié l'intention, il va ouvrir ces variables et essayer de les compléter. Et il va les compléter de manière très intelligente parce que d'abord, il va s'assurer qu'il possède ou pas ces éléments, ces variables, déjà dans son système. Donc, il va aller les chercher. S'il ne les a pas en son sein, il va les demander. Et c'est intéressant parce que pour la première fois, vous allez voir la notion de dialogue s'intégrer, puisque
il n'y a pas de processus de dialogue qui est prédéfini, mais c'est en fonction des variables qui restent à compléter que l'agent conversationnel va mobiliser des interactions, des questions et des réponses. Donc, vous voyez bien que je vous ai donné l'exemple de la prise de rendez-vous classique, mais la prise de rendez-vous, elle peut être beaucoup plus complexe, on aura l'occasion de le voir, elle peut faire appel à une vraie compétence métier que l'agent conversationnel est capable de porter dans sa complexité. Je vous disais que le point essentiel, c'est le principe de collecte et le principe de restitution. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez collecté, archivé, classé ces informations, il faut être capable de les restituer. Et la restitution peut prendre plusieurs formes, mais je pense que là, l'écosystème de Mitel prend tout son sens. Parce que n'oubliez pas que le point d'entrée, c'était de la téléphonie. Le point de sortie, ça peut être un call center et en l'occurrence, le MyCC. Le MyCC devient un outil de restitution extrêmement performant puisqu'il est à la fin d'un processus de collecte, il va pouvoir mettre en avant par rapport à un professionnel les éléments collectés, voire une aide augmentée par rapport à ce qu'un agent, une personne aurait pu mener. Donc, nous avons une sorte d'écosystème harmonieux entre le point d'entrée d'une téléphonie performante et d'un call center et d'un MyCC qui est le centre névralgique de la restitution de l'information. Bien. Les bénéfices d'une telle solution, elles sont connues, bien entendu, parce que, évidemment, quand on parle d'agent conversationnel, on parle avant tout d'une équation économique. Oui, il ne faut pas avoir peur de prononcer le mot de coûts opérationnels liés à des traitements d'appels. Alors, évidemment, on va rentrer dans un point relativement sensible, puisque qui dit réduction de coûts dit impact éventuellement de type organisationnel pour un établissement de santé. C'est des sujets qui sont pas faciles à aborder, mais qu'il convient de mettre en avant. Et si ce n'est pas vous qui le faites, c'est souvent l'établissement de santé qui naturellement va vous pousser à traduire économiquement les gains d'un agent conversationnel. Quels sont-ils? On aura sur cette partie l'occasion d'y revenir, mais la notion de coût est importante et l'analyse du coût, de la profitabilité d'un agent conversationnel devient une clé de langage, non seulement dans la décision, mais également dans l'accompagnement au changement d'organisation. Évidemment, si on parle d'avantages ou de bénéfices, il faut tenir compte d'un avantage pour l'utilisateur et pour le client. Alors, vous voyez, de plus en plus, l'utilisation d'agents virtuels se généralise et il n'y a quasiment plus d'appréhension à parler à une machine. Je crois que les Google Home, les Alexa, le chat GPT nous a aidés dans cette acceptance ou cette acceptation de cette technologie. Et aujourd'hui, entre une alternative qui est d'attendre, d'être dans une file d'attente pour prendre un rendez-vous et parler à une machine et avoir effectivement le rendez-vous en quelques secondes, l'équation et le choix est vite fait. La population est aujourd'hui prête à embrasser ce changement à l'aune de l'efficacité. Donc, coopérationnel, satisfaction parce que rapidité de l'échange et de la transaction, efficacité. Je ne vais pas vous parler des totems que vous connaissez, des services qui sont opérationnels 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans limite de nombre de bandes passantes, puisque vous pouvez mettre des agents conversationnels en ligne, de telle manière que vous pouvez gérer 5, 10, 15, 20, 30, 50 accès simultanés. Vous connaissez effectivement la capacité à absorber les pics de ces solutions. Évidemment, pour les usagers, c'est important, mais évidemment aussi pour nos clients, ça l'est. Parce que quand un établissement de santé
a mis des investissements lourds, type d'infrastructure, d'imagerie médicale en place, et qu'il s'agit de remplir des calendriers, des agendas, et que cette fonction-là est liée à des équipes, à des ETP, à de nombre de personnes susceptibles de remplir des agendas, vous allez voir rapidement que cette économie, cette capacité à remplir des agendas devient un élément stratégique de prise de part de marché pour des établissements de santé. J'utilise cette expression parce que de plus en plus, les établissements de santé se sentent dans une situation concurrentielle et ils savent que s'ils ne sont pas capables de répondre avec efficacité et qualité à des appelants pour prendre rendez-vous, ils vont perdre des parts de marché. Je voudrais rapidement quand même mettre en place ou vous exposer quelques limites des agents conversationnels. Évidemment, il y a la complexité de ces solutions. Si on veut trop embrasser la complexité, on s'y perd, elle devient très chère et elle devient inopérante parce que personne, et parmi nos cibles privilégiées dans l'écosystème Mitel, personne n'est prêt à mettre des centaines de milliers d'euros sur des agents conversationnels. Aujourd'hui, on est dans une démarche de démocratisation, de vulgarisation de la technologie. Il importe de productiser nos approches. Et donc, complexité des contextes. Et évidemment, il y a des éléments de langage qui font que certaines solutions ne sont pas appropriées. Quand il faut mobiliser de l'IA avec des puissances de calcul qui y sont associées, on touche rapidement à des limites de coût. D'autant plus qu'il y a des contraintes réglementaires attachées à l'agent conversationnel. On peut imaginer les protections de données, les données de santé. Vous voyez très bien l'irruption de ChatGPT dans un univers de santé, c'est compliqué. Est-ce que mes données, où vont mes données? Bref, ces limites-là, nous y avons réfléchi avec Mitel pour apporter dans le cadre de nos solutions une pérennité des choix technologiques et une totale capacité à répondre aux obligations réglementaires de ces marchés, santé et collectivité. Et c'est une bonne introduction à la page suivante parce que nous avons privilégié ces marchés réglementés. Ces marchés réglementés, pourquoi? Parce qu'ils sont soumis à une législation qui doit être prise en compte au niveau local. Un acteur de type Google ou autre, sans citer d'autres concurrents, ont du mal avec une approche verticale qui correspond aux contraintes de nos clients et notamment des établissements de santé. Les données de HDS, d'hébergement de santé, sont un enjeu majeur et vous allez rapidement voir dans l'architecture technique sur laquelle nous avons travaillé, que nous allons vous présenter, il est important effectivement de définir s'il y a une stratégie on-premise ou une stratégie cloud et vous allez voir que dans l'écosystème Mitel, nous avons privilégié le on-premise qui fait partie de notre ADN et qui répond véritablement aux contraintes qui nous sont opposées par nos clients. Donc, de la techno, de l'IA, mais aussi en respectant les contraintes du secteur, d'où cette approche verticale que nous avons déployée. Je te laisse, David, la parole. Oui, merci. Donc, effectivement, vous avez tous aujourd'hui entendu parler d'IA générative telles que ChatGPT, Bard et Bing, qui s'appuient en fait sur ce qu'on appelle un grand modèle de langage ou large langage modèle et surtout des données qui sont issues majoritairement du grand public et donc qui ne sont absolument pas aujourd'hui compliantes avec effectivement toutes les restrictions d'usage que l'on peut retrouver dans les collectivités et le marché de la santé. Donc, tout l'enjeu des années à venir, et en particulier dès 2024, c'est de pouvoir effectivement utiliser les canaux que l'on voit sur la gauche, qui sont les canaux numériques ou le canal voix, avec des données qui vont être celles de la collectivité ou de la santé qui auront été mis à disposition
de ces modèles de langage qui deviendront plutôt des modèles de langage spécialisés pour effectivement une approche plus verticale et contextualisée, avec effectivement du coup un nombre d'intentions qui sera limité, mais dont les données qui en ressortiront seront complètement maîtrisées par la structure. Et l'objectif, donc, c'est de pouvoir mettre en place des bots, des agents conversationnels avec des données spécialisées et de manière après à générer automatiquement des tâches qui vont pouvoir effectivement amener à la prise d'un rendez-vous ou l'achèvement d'une transaction par rapport à une situation qui est souhaitée, telle que la délivrance d'un document ou d'autres choses comme ça. Donc vraiment, c'est une évolution de ce que vous avez pu connaître au niveau grand public à un monde un peu plus spécialisé et plus verticalisé pour maîtriser tous les environnements. Bruno, je te repasse la main. Merci David. Et effectivement, rentrons dans ces cas d'usage. Je vous ai dit tout à l'heure qui trop embrasse mal étreint. Et l'idée, c'est d'avoir travaillé en amont au sein de notre écosystème Mitel, d'intent, puisque maintenant vous savez ce qu'elle recouvre, ce que recouvre une intention, des intents qui ont été déjà mobilisés et déployés. En clair, je vais vous donner quelques exemples. Vous avez la prise de rendez-vous dans le cadre d'une médecine générale. Ce n'est pas très compliqué, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qui, avec qui, quand et où. Mais nous avons voulu aller au-delà. Pourquoi ? Parce que nous avons pris confiance en faisant une analyse des appels entrants, une analyse statistique, que 3 départements dans les établissements de santé prenaient 80% des ressources téléphoniques. C'était l'imagerie médicale, c'était toute la partie liée à la santé des femmes, suivi de grossesse ou soins gynécologiques, et la cardiologie. Et c'est pour cela que nous avons développé cette intention prise de rendez-vous dans ces départements. Alors vous allez le voir, on a été très loin puisqu'on a travaillé avec des centres hospitaliers, en l'occurrence le centre hospitalier d'Aix-en-Provence, qui nous a permis de modéliser, de reproduire le process de prise de rendez-vous par une assistante médicale administrative. Ce sont des gens qui sont extrêmement compétents, qui ont une formation et qui leur permet de prendre rendez-vous d'une manière qualitative. Alors, je vais vous donner un exemple. S'il s'agit de prendre un rendez-vous, vous appelez un établissement de santé, vous souhaitez prendre un rendez-vous au sein de l'imagerie médicale d'un établissement. Certes, vous allez avoir appeler l'établissement, être transféré à l'imagerie médicale, et là, vous entrez dans un processus peut-être long et laborieux qui va consister à attendre avant de parler à une personne pour effectivement échanger et caler le rendez-vous. Eh bien, l'assistant virtuel, lui, va prendre en charge cet appel de A jusqu'à Z, c'est-à-dire être capable d'identifier une personne. Vous savez aujourd'hui qu'un agent conversationnel est capable de demander et de vérifier l'identité par rapport à une base patient dont l'établissement dispose. Il va pouvoir qualifier la demande, une imagerie médicale, et il n'y a rien de plus compliqué parce qu'il peut avoir une radio, un scanner, un IRM, une échographie, bref, j'en passe et des meilleurs. Et donc, du coup, des équipements derrière qui sont différents, évidemment des protocoles d'examen qui sont différents. On rentre vraiment dans le métier de nos clients. Et donc, il faut être capable de décrire des processus que nous avons correctement qualifiés et décrits, que nous pouvons mettre au sein de guides d'entretien, et c'est un mot technique, qui pourront être validés par vos clients parce que ce travail au préalable aura été fait. Bien entendu, on pourra ajuster ces process, mais le principe de ce processus aura été établi et vous pourrez utiliser ces guides d'entretien comme un échange interactif avec vos prospects. Donc, proposer un cadre qui permet de dialoguer et d'échanger et de valider avec les établissements de santé. Je disais qualifier l'examen, typiquement si c'est un IRM du cerveau,
on va poser la question, par exemple, de savoir si c'est dans le cadre d'un AVC ou pas. Bon, vous voyez, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais sachez qu'on a porté cette complexité et que l'agent conversationnel est capable de le faire. Je disais également, dans ce cadre-là, une fois qu'on a collecté, qu'on a qualifié, que l'on a vérifié, eh bien, on peut se connecter à un agenda et confirmer ce rendez-vous multicanal, bien entendu, parce qu'on peut le faire par téléphone, mais on peut envoyer un SMS et on peut confirmer par mail la prise de rendez-vous au sein d'un système, interne de l'établissement. Bref, l'interopérabilité devient un enjeu. Je vous ai donné un exemple, mais il y en a d'autres. La restitution des résultats d'examens médicaux, c'est quelque chose qu'un agent conversationnel peut tout à fait faire. Il y a souvent des stratégies, et vous êtes en contact avec les établissements de santé, des stratégies de cohésion autour d'une politique de médecins de ville que l'agent conversationnel est tout à fait capable de porter. La problématique des ordonnances, la confirmation, la gestion des confirmations de rendez-vous médicaux, les no-shows sont des enjeux extrêmement importants et économiques, et bien entendu, sans oublier la gestion classique des annuaires internes, d'utilisation de services de garde sur simple reconnaissance vocale. Un agent conversationnel peut définir très facilement quel est le cardiologue de garde en temps réel pour un usager ou pour un professionnel de santé. Voilà quelques cas d'usage que nous avons modélisés et qui sont disponibles au sein de notre environnement. De la même manière, j'ai parlé de la santé, mais il y a évidemment tout l'univers des collectivités et vous avez des enjeux majeurs de transformation digitale dans l'économie de l'administration. Vous avez toutes les démarches liées à l'identité et au passeport, la gestion des déchets. Nous avons travaillé sur cette partie particulièrement, d'autant plus que c'est un enjeu économique. L'interaction autour des services de déchetterie souvent complexes et souvent maltraités par les communes et par les collectivités ou les agglos. Et donc, nous avons modélisé ces processus à partir des demandes de localisation que l'on peut faire. On peut mettre en évidence les horaires de déchetterie, la prise en charge des encombrants, bref, toute une gestion autour de la déchetterie qui a également été mobilisée. Vous voyez bien que autour de ces problématiques, l'idée c'est que dans 3 ans, nous ayons une cinquantaine d'intentions dans cet écosystème que vous pourrez ou que vous serez en mesure de mobiliser à tout moment. Et donc, peut-être repasser la parole à David pour lui demander alors Thierry, comment concrètement on peut mobiliser ces agents en termes d'architecture. Très bien, merci Bruno. Donc, vous connaissez certainement en fait les possibilités des solutions Mitel à prendre en charge l'ensemble de canaux, que ce soit des canaux voix, voire de la vidéo et numérique. Donc, au travers de nos solutions comme CloudLink qui est capable de prendre en charge les canaux numériques, les interactions avec les réseaux sociaux, le chat, le SMS, voire des objets connectés. Au niveau de la voix, bien évidemment, on retrouve une solution de téléphonie Mitel, l'IPBX, et ensuite traitée ou pas par un SVI. Donc, l'interaction va être soit transmise à un centre de relations client, donc ça peut être un centre de contact ou un groupement, un simple groupement, ou directement vers un employé. Donc, ces solutions, ces possibilités sont proposées à des usagers qui peuvent être aussi bien internes que externes, d'accord? Donc, un usager, un citoyen ou une personne interne qui aurait besoin d'un service interne de maintenance, par exemple, sur des matériels médicaux, par exemple, au sein d'une clinique. Ces interactions, donc, elles peuvent être traitées donc, par un employé, comme je le disais, donc un agent de collectivité. Donc, soit effectivement cet employé est un agent de centre d'appel, comme je le disais, ou bien un employé administratif donc, qui utilise par exemple MyCollab, donc ce n'est pas nécessairement en tout cas un centre d'appel, un centre ICC Business qui gère cette interaction. Slide suivant, s'il te plaît Bruno. Si. Donc en fait, ici, si vous voulez, en conservant une solution en place, il est possible d'enrichir en fait ces expériences de parcours usagers, citoyens ou patients avec des solutions basées sur de l'intelligence artificielle. Donc
ici, on va proposer par exemple la mise en place de robots, donc que ce soit un robot de type chat ou voix, d'accord, par des interactions avec des solutions, de préférence celles de nos partenaires technologiques, comme liaison vocale, mais pas que. Par exemple, la mise en place d'un agent conversationnel qu'on appelle aussi un voice bot, comme l'expliquait Bruno, est une interaction via interface API web, bien sûr, de type REST, avec un environnement de chez liaison vocale. Donc, on va retrouver, en fait, selon que l'on fait de la voix, par exemple, on va retrouver une transcription pour que derrière, ce robot puisse traiter de la donnée, en fait, de la voix qui a été transcrite en texte, évidemment. Donc, qu'on parle de chatbot ou de voicebot, on aura toujours cette même analyse in fine qui se trouve derrière ce robot. Ici, on a le voicebot, il apparaît en aval de la solution de téléphonie. Mais il est important aussi de mentionner que ça pourrait très bien être une solution en amont, donc avant la solution Mytel, voire même une solution tierce existante donc chez le client, et on procède à une escalade vers la solution Mytel par la suite. Selon les besoins, les bots peuvent être, peuvent répondre soit complètement à une sollicitation d'un usager, donc répondre totalement à l'interaction. Je prends un rendez-vous, le robot indique une date de rendez-vous, confirme le rendez-vous et l'interaction est terminée. Dans le cas contraire, où l'interaction, a suscité donc un tas de questions, d'échanges dans le conversationnel, on va collecter en fait des informations, bien évidemment, c'est le rôle aussi de ce robot, et de procéder à une escalade ou un transfert vers un centre de relations, un simple groupement ou un employé en particulier, directement. Et le tout en présentant les données collectées explicitement ou implicitement au cours de la conversation virtuelle. Voilà. Bruno, je te relaisse la main. Merci Thierry. Nous allons rentrer dans une phase un peu plus concrète. C'est la méthodologie d'implémentation d'un agent virtuel. Alors, vous l'avez compris, nous avons commencé par ce travail de fond qui est la construction d'une offre, d'une librairie ou de librairies disponibles et qui peut être testée et évaluée et qui peut servir de discussion et d'échange parce que ça a été formalisé autour de guides d'entretien avec vos prospects. Nous avions en tête de simplifier, et plutôt que de dire simplifier, de productiser l'approche. Au lieu d'avoir une notion de projet ouvert d'une page blanche, nous avons pensé à créer un package documentaire qui permet de vous accompagner étape par étape dans le déploiement d'une solution. On l'a vu, la définition des cas d'usage, certes, il y en a une dizaine, mais au fur et à mesure des demandes et effectivement du temps, nous allons augmenter les cas d'usage que nous allons couvrir et qui vont permettre, si vous voulez, une implémentation en quelques semaines. L'idée, encore une fois, de la productisation de nos solutions, c'est de penser que si vous vendez un projet à 2 ans, vous ne le vendrez pas. L'idée, c'est d'arriver avec des solutions, non pas clés en main, mais presque, c'est-à-dire d'avoir une base productisée qui permet d'échanger et de qualifier et peut-être d'améliorer. Donc, dans la définition des usages, il s'agit de présenter ces cas d'usage de manière technique et fonctionnelle. Et nous avons ce cadre documentaire qui permet très facilement d'échanger avec des prospects. Le point, évidemment, important va être l'architecture technique et le calibrage de la solution. Là aussi, vous l'avez vu, nous avons fait des efforts pour rendre ces solutions accessibles et déployables dans un univers réglementé comme la santé ou comme les collectivités. Nous avons donc anticipé les exigences de sécurité. On ne va pas vous mettre des requêtes Google sur des API qui vont aux États-Unis. On sait très bien que ce type d'échange ne va pas être
possible avec un GHT. Du coup, le calibrage de la solution et l'architecture technique a été modélisé et est à votre disposition. Bien entendu, on va vous accompagner aussi dans la collecte et les enjeux d'interopérabilité. Là aussi, vous connaissez ces problématiques d'interopérabilité, d'accès aux applicatifs sensibles. C'est tout le rôle d'une société, d'un bureau d'études, d'une société conseil qui porte cette complexité. Là, nous l'avons déjà en partie traité et on va pouvoir également documenter. Et puis, cette phase de phasing et pricing d'un projet, j'en ai parlé tout à l'heure, s'il s'agit de déployer sur plusieurs mois, voire des années, une solution, c'est pas jouable, c'est pas l'enjeu, c'est pas ce que nous avons voulu. Nous avons voulu en faire quelque chose de très simple. On veut, sur des points essentiels, on veut une durée d'échange qui ne dépasse pas 3 minutes. On veut pouvoir boucler une intention à peu près 1 fois et demie le temps d'un spécialiste. Vous voyez, je dis ce chiffre parce que vous auriez pu penser qu'un agent conversationnel est intrinsèquement plus rapide qu'un humain. Pas forcément. Mais le fait qu'on puisse, au fur et à mesure, essayer d'être aussi performant qu'un humain, c'est véritablement l'enjeu. L'économie, bien entendu, d'un agent conversationnel, c'est lié au coût de déploiement. Est-ce qu'il faut 3 mois, 6 mois, 1 an? En général, nous, on veut se limiter à 3 mois de déploiement pour rester limité dans les impacts organisationnels et financiers. Et évidemment, on veut établir une sorte de ratio qui est un agent conversationnel pour 2 ETP. C'est des ratios qu'on a modélisés et qu'on a réussi à porter et qui permettent de contribuer à ce calibrage de la solution et du pricing d'un projet. Donc, la modélisation et le pricing d'un projet, c'est quelque chose que nous avons également travaillé en amont. Et bien sûr, si on se pose la question d'une validité fonctionnelle auprès d'un établissement de santé, d'une collectivité, et j'en suis sûr, il y a des demandes qui sont récurrentes. Là maintenant, ça y est, j'ai l'impression que nous assistons à une vague, à un besoin. Tous les freins ont plus ou moins sauté, et aujourd'hui, c'est à qui est capable de déployer une solution qui va correspondre à un besoin identifié, et cette identification, nous l'avons faite en amont. Alors, le business model. Aujourd'hui, on parle de prix à la requête, de prix à la durée, d'un système d'abonnement. Les 3 sont possibles et on les porte de manière systématique. Pourquoi? Parce que un client est unique, il a des budgets qui sont mobilisables d'une manière particulière. J'avoue que la norme de plus en plus du marché, puisque c'est un marché qui est naissant et qui se crée avec des usages, il est porté sur le prix à la requête. C'est-à-dire qu'on soit capable de comparer le prix d'un chatbot à une intervention humaine. Et les modélisations économiques ou d'un coût d'un traitement d'une AMA, d'une assistante médicale, on les a modélisés. On est autour de 3,1 € l'appel ou la prise de rendez-vous sur un service de spécialité. Donc vous voyez que le prix à la requête fait sens quand, de la part du client, il a en tête le coût d'un traitement fait par un humain. Ça, ces modèles, nous les avons aussi, on peut les tenir à votre disposition. Sur le pricing, bien évidemment, ou sur les questions budgétaires, il est important de définir si, oui ou non, la librairie existe. Si oui ou non, on peut capitaliser sur un développement existant. Je vous recommande, bien entendu, de travailler sur des sujets qui ont déjà été mobilisés parce que c'est des mois et des mois de travail en amont qui ne sont pas nécessairement facturables et qui ne seront pas facturés en le cas d'espèce. Et évidemment, la complexité d'un projet tient lieu à la complexité des interopérabilités dans les différentes applications. Si vous devez vous connecter à 1, 2, 3 applications de vos clients, et bien évidemment, on va tout autant augmenter les coûts de déploiement. On n'est pas encore arrivé à des API standardisées sur des logiciels classiques, parce qu'un calendrier, c'est une singularité, mais de plus en plus,
là aussi, on travaille sur des API standards qui nous permettent de nous connecter à moindre coût. Le vecteur commercial est important. Sachez que il est inutile de présenter une solution qu'un client ne peut pas acheter techniquement parce qu'il va devoir faire appel à des centrales d'achat qui sont référencées. Et là, je dois dire que nous avons fait un travail en amont au sein de l'écosystème de Mitel, là aussi pour rendre accessibles les solutions au travers de ces centrales d'achat, RESA, CIH et d'autres. Et donc, du coup, on est non seulement capable de présenter, de déployer, mais de vendre à travers des solutions qui ont été validées au travers de négociations centralisées. Voilà ce que je voulais vous dire sur le sujet. J'ai été un peu plus long que prévu, mais vous voyez, il y a peut-être quelques minutes qui sont laissées pour des questions et je laisse la parole à nos organisateurs. Merci Bruno, merci Francine, David, Thierry. Je jette un coup d'œil sur le module de questions, mais alors est-ce que c'est parce que beaucoup d'informations ont été données pendant ce webinaire? Je ne sais pas, mais en tout cas, il reste vide. Donc, je n'ai pas de questions à relayer. Moi, ce que je comprends, c'est qu'en fait, ce sujet des IA conversationnels ou des agents, on appelle le vocable, on prend le vocable qu'on veut. Effectivement, tout le monde en parle, mais dès qu'on rentre dans le détail, on est confronté à des spécificités qui sont loin d'être moindres. Et donc, tous les aspects méthodaux et documentaires dont tu as parlé, Bruno, sont, je trouve, particulièrement intéressants. Et dernier point, et j'arrêterai de parler, mais la question des librairies, j'allais dire des bibliothèques, mais des librairies est quand même particulièrement importante, parce que moi j'avais naïvement compris que quand on mettait en place ce genre d'outils, il y avait un temps d'apprentissage et donc un coût associé à l'apprentissage qui pouvait être extrêmement long et rebuter, notamment en termes de budget, également pas mal de clients potentiels. Donc merci pour toutes ces explications. Je ne vais pas faire du meublage, là, pas de questions. J'espère que, en tout cas, les informations abondantes ont répondu aux attentes des participants, que je remercie. Je rappelle encore une fois que ce webinaire a été enregistré, donc il sera mis à disposition prochainement et accessible en replay très rapidement. Voilà. Donc, merci à tous. Je ne sais pas si Francine, Bruno, Thierry, David, vous souhaitez ajouter un dernier mot avant qu'on clôture ce webinaire. Simplement, le point de contact, eh bien, effectivement, c'est Francine Play qui va centraliser toutes vos demandes, questions, accès, showroom, bref, la suite aux prochains épisodes. Donc, merci Bruno, merci à Thierry, David et Didier pour l'organisation. Effectivement, c'est ce que j'allais dire. N'hésitez pas à nous solliciter. Je pense qu'il n'y a pas de questions parce que Bruno a pris le temps de bien expliquer. Mais si jamais, après coup, en replay, vous avez besoin même d'une présentation, nous sommes donc basés à Guyancourt. Vous êtes les bienvenus dans notre showroom. Et si toutefois c'est compliqué d'accès parce que vous êtes en région, eh bien, on peut effectivement prévoir aussi une réunion, bien sûr, en visio, et nous sommes à votre disposition. N'hésitez pas à nous solliciter. En tout cas, merci beaucoup à tous parce que ça avait l'air d'être clair. Vous êtes restés tout du long du webinaire. Donc, encore une fois, merci. Très bonne journée à vous tous et à bientôt, j'espère. Merci et bonne journée. Merci, au revoir. Bonne journée, à bientôt. Bien, au revoir.